Dès le début du Quaternaire, il y a environ 2 millions d'années, les plaines du Roussillon étaient parcourues par les hommes préhistoriques. Les recherches, effectuées depuis une dizaine d'années, ont permis de découvrir de nombreux sites paléolithiques correspondant à la civilisation de la Pebble Culture, jusqu'ici inconnue en Europe. Puis, la présence de l'homme est attestée pendant toute la durée du Quaternaire. Il y a près de 200 000 ans, au début de l'avant-dernière glaciation, des hommes préhistoriques s'étaient installés dans la grotte de l'Arago, qui domine la plaine de Tautavel, à la limite méridionale du massif des Corbières. Cette grotte, véritable nid d'aigle, ouverte au soleil levant, leur offrait un abri relativement confortable pendant les périodes froides de la glaciation rissienne. Depuis 5 ans, chaque été, une trentaine de chercheurs vient fouiller pendant 1 mois dans la grotte de l'Arago. Cette année, d'importantes découvertes y ont été effectuées au moment même où, pour la première fois, l'homme s'était posé sur la Lune. Ici Houston, nous sommes à 37 secondes du décollage du module lunaire. Armstrong et Aldrin, à l'intérieur de la cabine, viennent de finir d'égrener une série de chiffres. 3, mise à feu. C'est parti, c'est merveilleux. Tout se passe bien, signal Houston. 80 pieds secondes de vitesse. Le LEM a donc maintenant quitté la station verticale. Il est monté légèrement verticalement au-dessus du sol pour se dégager du terrain en quelque sorte. La conversation entre le module lunaire et le sol est toujours aussi simple. Quelques mots, des chiffres, l'altitude, la vitesse. Et le seul adjectif qui est utilisé par Houston à l'attention de Armstrong et Aldrin dans leur module lunaire est toujours le même, beautiful, c'est-à-dire c'est parfait, c'est très bien, c'est beau. Depuis l'époque où les hommes habitaient la grotte, il y a 200 000 ans, le porche s'est effondré et les variations climatiques ont provoqué son remplissage. Des limons sableux, apportés par le vent, se sont accumulés sur une dizaine de mètres d'épaisseur. Ils ont été recouverts par un cailloutis détaché des parois de la voûte par le gel. Puis des concrétions de fer et de manganèse ont consolidé l'ensemble. La tâche des fouilleurs est délicate. Il s'agit de retrouver dans cette stratigraphie complexe les traces de l'activité des hommes préhistoriques. Les couches les plus basses, donc les plus anciennes, sont inclinées avec une pente assez forte vers le fond de la caverne. Elles contiennent plusieurs niveaux d'habitat, comme celui que nous voyons ici. Les hommes qui occupaient la grotte empierraient le sol avec des blocs pour ne pas s'enfoncer dans le sable. Entre ces pierres, des ossements animaux associés à des outils en quartz ou en silex forment les sols d'habitat. Lorsque les fouilles auront été conduites sur l'ensemble du gisement, il sera possible d'interpréter en détail ces découvertes et de comprendre comment les hommes préhistoriques s'étaient installés dans la grotte. Mais dès à présent, on peut avoir une première idée de l'aménagement de la caverne. Dans certaines zones, les ossements d'animaux s'accumulent sur près de 50 cm d'épaisseur. Ce sont des déchets de cuisine rejetés par l'homme, comme cette mâchoire de cheval ou cette mandibule de cerf. Ailleurs, ce sont des zones riches en outils ou en éclats de taille qui signalent un lieu de travail de la pierre. Ou bien, les vertèbres d'une queue d'ours associées à des phalanges montrent qu'une peau d'ours avait été déposée là, elle s'est décomposée sur place. Pour le moment, tous les objets découverts sont laissés en place et les sols d'habitat sont dégagés sur la plus grande surface possible. C'est le cas pour les couches très riches situées vers l'entrée de la grotte. Il sera extrêmement intéressant par la suite de comparer les structures d'habitat des différents niveaux qui montrent
que les hommes revenaient à intervalles réguliers s'installer dans la caverne. Mais dans les dépôts les plus hauts, les plus récents, la stratigraphie est tellement complexe qu'il est impossible de dégager de grands sols sans risquer de mélanger les couches. Les fouilles sont donc conduites sur des surfaces restreintes. Ce sont les coupes verticales qui indiquent la superposition des couches. La précision de ces fouilles permet de reconstituer dans ses moindres détails l'évolution du climat pendant la glaciation ricienne. Les périodes sèches sont marquées par des apports de sable. Elles alternent avec les périodes humides, lorsque le ruissellement creusait des rigoles à la surface du remplissage. Ainsi, les vestiges de l'activité des hommes préhistoriques sont replacés de façon cohérente dans l'espace et dans le temps. La dissection de cette masse de dépôt nécessitera plusieurs années de fouilles et de recherches en laboratoire. Elle éclairera d'un jour nouveau l'époque du Riss dans la région du Roussillon. Mais déjà, la découverte et l'étude des pollens fossiles permet de connaître la végétation préhistorique d'il y a 200 000 ans. La steppe représentait alors l'élément essentiel du paysage. Aujourd'hui, elle est remplacée par la vigne et la garrigue. Dans cette steppe, les hommes rencontraient des chevaux et des rhinocéros, mais aussi des rennes et des bouquetins, dont on retrouve les ossements. Ils chassaient également le cerf et le bœuf, le sanglier, la panthère, l'ours et même le loup, dont on voit ici une mâchoire en place. Ces hommes étaient friands de la moelle contenue dans les mandibules et les os longs, qui sont très souvent fracturés et réduits en petits fragments. Enfin, l'outillage de pierre abandonné sur le sol de la grotte indique le niveau de civilisation de ces hommes. Les éclats et les outils taillés sont très nombreux et très variés, mais ils sont d'une facture très archaïque. Il s'agit d'une industrie caractéristique de l'avant-dernière glaciation, l'industrie thaiassienne qui est à l'origine du moustérien. Les outils ont été quelquefois aménagés dans du silex ou de la quartzite. Mais les thaiassiens de l'Arago choisissaient plutôt le quartz, mauvaise matière première qu'ils ramassaient dans les alluvions des rivières proches. Ce sont des pointes, des becs, des racloirs, des chopping tools, des boules polyédriques qui leur servaient à préparer les pots, à débiter la viande ou à confectionner de nouveaux outils. Au cours de l'été 1969, une découverte remarquable est venue compléter les matériaux abondants fournis par les fouilles de l'Arago. Une mandibule humaine a été mise au jour dans une des couches les plus riches de ce gisement. Ce vestige, concrétionné dans un sable très dur, présente deux molaires droites, la partie antérieure correspondant au menton, l'apophyse coronoïde et le condyle qui s'articulait avec le crâne. La situation de cette pièce est troublante. Il y a là pêle-mêle des restes de chevaux, de cerfs, de bouquetins, et tout se passe comme si la mandibule humaine était un déchet culinaire comme les ossements animaux. Ainsi peut-on admettre que les hommes qui ont vécu dans la grotte de l'Arago il y a près de 200 000 ans pratiquaient l'anthropophagie. La découverte d'une mandibule dans des couches de l'avant-dernière glaciation revêt une grande importance, car les ossements humains de cette période sont extrêmement rares. C'est même le plus ancien vestige humain qui ait été découvert en Europe à ce jour dans un ensemble stratigraphique bien daté. Tiens, bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur l'abbé, comment allez-vous? Bonjour monsieur dame, ça va un peu chaud demain. Et la courage, montée de la terre. Mais il fallait que je vienne, hein? Oui. Voir d'abord toutes ces belles découvertes. Oui, c'est l'équipe de travail. Et puis voir un petit peu cette fameuse mandibule dont Ah on oui. parle depuis quelques jours. Et Ah oui.
On vient aller là-bas, on nous comprendre à dégager, on peut vous comprendre à dégager. C'est bien. Il faut bien. Allez voir. Ah. Évidemment, il faut être de la partie comme vous l'êtes pour le reconnaître du prime abord. Hein. Et en fait, évidemment, quand on vous en a parlé, quand on vous l'a dit, on le reconnaît immédiatement. J'aperçois les deux dents. Et... L'exceptionnelle rareté de cette pièce, sa grande fragilité, exige des précautions extrêmes dans son dégagement. De plus, il est nécessaire de garder une copie fidèle du sol d'habitat sur lequel elle a été découverte. Pour cela, un moulage au latex est effectué. La chape de latex, qui a séché sur place, reproduit la position de tous les objets qui entourent la mandibule dans leurs moindres détails. Sur le moulage qui sera réalisé, les chercheurs futurs pourront étudier à loisir cette importante découverte. Enfin, la mandibule va être dégagée. C'est une opération très délicate, car dans cette zone, près de la paroi, les couches sont très concrétionnées. Aussi, pour ne pas risquer de la briser au moment de son enlèvement, il a été décidé de la sortir en bloc avec le galet qui recouvre la branche montante. Un plan grandeur nature de la mandibule et de tous les objets qui l'entouraient reproduit l'image du sol d'habitat maintenant détruit par la fouille. À l'Arago, la découverte de cette mandibule marque une étape importante dans la recherche préhistorique moderne. Au même moment, arrivent les nouvelles de la grande victoire de la conquête de la Lune. La cabine Apollo est entrée dans les couches hautes de l'atmosphère. Elle ressemblait à une étoile filante. La tour de contrôle vient de confirmer que la capsule Apollo 11 avec Armstrong, Aldrin et Collins s'était posée en plein milieu de la cible, exactement à l'endroit prévu. À 14h32, en heure française, lancement d'Apollo 11, 21 juillet 1969 à 3h56, heure française, le premier homme marche sur la Lune. 24 juillet 1969 à 17h49, heure française toujours, les trois astronautes américains reviennent sur Terre avec des échantillons de sol lunaire. Le bloc contenant la précieuse mandibule a été transporté dans un laboratoire de paléontologie où la recherche se poursuit. Deux nouveaux fragments ont été dégagés et remis en place. Le galet qui recouvrait la branche montante a pu être supprimé. L'étude paléontologique de ce fossile commence. Sa branche montante, très large et très verticale, permet de la rapprocher de la célèbre mandibule de Moher, découverte en Allemagne. Mais ce qui frappe sur la mandibule de l'Arago, c'est la réduction de la troisième molaire, l'insertion des muscles digastriques situés sous la mâchoire, la faible hauteur de la branche horizontale. Nous nous trouvons là en présence d'un type humain très éloigné du nôtre, ce qui est normal, mais différent même des types anciens comme les groupes néandertaliens. En somme, c'est tout un lointain passé qui se lève à nos yeux avec ce document. Les hommes préhistoriques qui vivaient, habitaient, mouraient
dans la grotte de l'Arago il y a près de 200 000 ans, appartenait à un type encore mal connu, plus archaïque que l'homme de Néandertal, dont ils sont peut-être les ancêtres. Le 22, pendant que se déroule la mission lunaire Apollo 15, à 16h30, 2 dents humaines apparaissent sous une couche de sable déposée par le vent il y a 200 000 ans. Le 23, à 11h, 2 nouvelles dents sont dégagées. Elles semblent appartenir au même fossile que les premières. Le 24 juillet, le maxillaire supérieur et une orbite apparaissent. Il s'agit d'un crâne humain, le plus ancien connu en Europe à ce jour. Ainsi, pour la première fois, voyons-nous la face complète d'un homme qui vécut en Europe avant l'homme de Néandertal. Retourné vers le sol, concrétionné dans une gangue très dure, le crâne se trouve près de la paroi de la grotte, dans le même secteur où furent découvertes les 2 mandibules humaines. L'allure générale de ce vestige est étonnante à plus d'un titre. Le maxillaire supérieur, très massif, forme un véritable museau. La face, projetée en avant, accuse un fort prognatisme. Par ailleurs, on remarque un puissant bourrelet au-dessus des orbites. Enfin, l'absence de front, l'aplatissement du crâne et le rétrécissement post-orbitaire indiquent que la capacité crânienne de cet individu devait être faible. Plus faible, sans aucun doute, que celle de l'homme de Néandertal. Rejeté vers les parois de la grotte avec les ossements d'animaux auxquels il est mêlé, il semble bien que ce crâne, comme d'ailleurs les 2 mandibules humaines, soit un déchet culinaire. Et aujourd'hui, on peut savoir à quel âge est mort cet individu. Sa 3e molaire qui est sortie n'est pas usée. Il a donc plus de 20 ans, mais pas beaucoup plus. La suture fronto-pariétale n'est pas synostosée. Cette synostose, commençant à se former vers 25 ans, on peut déduire qu'il s'agit d'un jeune homme ayant entre 20 et 25 ans. Mais l'intérêt de cette découverte, outre l'extrême rareté des fossiles humains de cette période, tient au fait que ce crâne se trouve dans un ensemble stratigraphique bien daté et très complet. Les fouilles de cette année ont révélé un très beau sol d'habitat du début de la glaciation rissienne. Entre 2 accumulations de sable apportées par le vent, l'une vers le fond de la grotte, l'autre vers l'entrée, il y avait une sorte de creux de dune où les hommes s'étaient installés. C'est là qu'ils avaient organisé leur habitat, comme le montrent les nombreux ossements d'animaux et les outils abandonnés sur le sol. Ainsi, peut-on avoir une première idée de l'organisation sociale de ces anténéandertaliens, si mal connus jusqu'à présent, qui vivaient il y a 200 000 ans et dont la grotte de l'Arago présente les restes fossilisés. Cette idée sera précisée dans les années à venir par les études en laboratoire et par la suite des fouilles. Mais pour le moment, il s'agit de dégager ce crâne. C'est un travail extrêmement délicat qui se fait avec des outils de dentiste et un doigté de chirurgien. Lorsqu'enfin le crâne est extrait de sa gangue, on peut constater qu'il correspond à un individu très archaïque. Beaucoup plus primitif que l'homme de Néandertal, il présente le même stade d'évolution que les pithécanthropes d'Afrique et d'Asie. Par certains caractères, cependant, il peut être situé sur un rameau évolutif parallèle,
ce qui vient renforcer l'hypothèse récente, selon laquelle plusieurs groupes humains auraient évolué indépendamment sur les différents continents.